deuxième soirée rencontre. Donc déjà, merci d'être tous ici. Donc, une rapide présentation de l'ADIS comme la dernière fois. Donc l'ADIS a un petit peu plus évolué, nous sommes un peu plus nombreux. Devant vous, vous avez des membres du CA. Donc l'ADIS a toujours été créée il y a 2 ans maintenant, presque. On a toujours 4 axes d'action. Donc tout d'abord tout ce qui est événementiel, donc c'est plutôt les étudiants qui ont accès à ce genre de choses. Donc c'est les petits déjeuners découvertes le premier lundi du mois, avec tout ce qui est notamment les fameux gâteaux aux carottes, les gâteaux courgettes, ce genre de choses. Pour expliquer aussi qu'on peut manger équilibré tout en se faisant plaisir. On fait des soirées, notamment jeudi prochain, pour ceux qui veulent, soirée patinoire. Donc 5 € l'entrée ou 6 € pour les externes de l'ADIS. Et donc c'est une soirée, tout le monde vient patiner, il y a de la musique, tout ça. Et on revient de ce week-end, on a passé un week-end à Londres, où on a pu voir différents musées, et évidemment Londres. Ensuite on a tout ce qui est caritatif et prévention, avec des actions fortes comme la participation à Octobre Rose, où on a récolté avec différents corpos, Corpo Pharma, Corpo Médecine, les SHM, etc., presque 500 € pour l'action. Le Téléthon, le site d'action, et bientôt l'hôpital des Nounours, qui va ouvrir dans très peu de temps. Tout ce qui est pédagogique avec l'aide du 2IS, on a aidé à la mise en place d'un tutorat. Et évidemment, en début d'année, tout ce qui est visite des locaux, parce que pour ceux qui le savent, le 2IS est un peu dispatché sur différents pôles. Donc on est au CHU Nord, au CHU Sud avec le CURS, en fac de sciences et fac de médecine. Donc pour les nouveaux arrivants, c'est un peu compliqué de réussir à s'orienter. Ensuite, on essaie de faire des choses pour l'insertion professionnelle, donc notamment avec ce genre d'action. Cet après-midi aussi, on a eu l'après-midi rencontre avec les laboratoires de santé, pour que les personnes qui sont plutôt en recherche puissent découvrir les laboratoires présents au sein de l'UPJV. Et tout ce qui est participation également au forum de l'étudiant qui s'est passé récemment. Donc voici le programme. Nous allons commencer avec Madame Kouakam. Qui est là. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. Ok, parfait. Donc bonsoir à tous. Je remercie déjà l'association de m'avoir convié à cette soirée. Moi j'encourage vraiment plus ce genre de rencontres. Moi je sais qu'à l'époque où j'ai commencé à l'Institut d'ingénierie de la santé, il n'y avait pas encore ce genre d'événement et pourtant on avait les mêmes questions que vous vous êtes posées ou que vous vous posez. Et déjà pour ça vraiment c'est super. Donc moi j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai mis 2 diapos, je vais juste vous parler rapidement de mon parcours. Là actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, je suis doctorante en 3e année au laboratoire Péritox. Et donc je vais vous présenter un petit peu mon parcours académique. Qui sont tes directeurs de thèse? Je les mentionnerai plus tard, pour l'instant ce n'est pas relevant. Ce n'est pas relevant par rapport à... Voilà, on verra plus tard. Alors, je l'ai mise cette ligne-là parce que je pense qu'il faut vraiment la mettre. La première ligne, les fameuses 2 années de PACES, parce que sur 1000 étudiants, il y en a 200 qui rentrent en médecine, il faut bien qu'il y en ait 800 qui fassent autre chose. Donc je fais partie de ces 800 qui ont fait autre chose. Et donc je suis passée par cette étape et j'ai mis un gros fail parce que j'ai pas honte, j'y suis passée, j'ai essayé, j'ai échoué. Mais surtout, si les autres lignes sont là, c'est que je me suis relevée, que je suis partie faire autre chose parce que la vie s'arrête pas là. Et j'en croise beaucoup des étudiants en L2, enfin beaucoup, quelques-uns qui viennent me dire je suis un peu perdu, j'ai fait la PACES, machin, etc. Donc c'est pas fini, c'est pas la fin. C'est un échec, mais maintenant il faut passer à la suite. Donc ensuite, en 2007-2010, donc licence BHTS, donc plus précisément la première année de biologie en fac de sciences. Donc j'ai fait le semestre commun, où à l'époque il fallait encore se refaire un peu d'informatique, de maths, etc., etc. Et à la fin de la première année de biologie, donc on a entendu parler par le bouche à oreille de cette fameuse licence biologie humaine. Et là, quand on vient de rater médecine, là, on y va, on court, on dit vas-y, on y va, ça a l'air d'être pas mal, ça m'intéresse un peu plus. Sachant qu'elle avait dû être présentée lors de... Pardon? Sachant qu'elle avait été présentée, parce que chaque année elle est présentée, en PACES et que les étudiants n'écoutent jamais. Alors là, franchement, à mon année, je suis pas sûre. C'était la première année. C'était la toute première année. C'était la toute première année. Merci, merci.
Sinon... Non, mais non, vraiment, moi, c'est par hasard que, voilà, une amie qui s'était renseignée un petit peu plus, qui était peut-être un peu plus débrouillée que moi, et c'est comme ça qu'on est arrivé ici, on était 12, et maintenant, quand je vois comment ça s'est développé, je vous félicite, vous, les directeurs, les responsables et les enseignants qui se sont chargés de développer cette licence, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont bien contents qu'elle existe. Après ça, donc, je suis partie, moi j'ai fait, donc au total, là, ça fait déjà 5 ans à Amiens. Moi j'ai fait mes 5 ans à Amiens, d'un moment, personnellement, moi je voulais partir. Donc j'ai commencé à me renseigner sur ce que je pouvais faire à l'étranger et j'allais voir certains professeurs pour essayer de voir ce qui était possible, est-ce que Erasmus c'était possible. À l'époque ça l'était pas. Comme c'était la première année, je pense qu'il y avait déjà beaucoup de choses déjà qui devaient être faites ici à Amiens. Et donc je me suis renseignée pour partir à l'étranger. Je suis allée voir mes professeurs pour avoir des lettres de recommandation pour étoffer mon dossier. J'étais franchement pas la première de la classe, ça, voilà. Mais par contre j'ai été motivée, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai fait les démarches comme un étudiant lambda, j'ai fait mon dossier. Et puis j'ai fini par atterrir donc, à l'université de Nottingham pour faire donc, un master of Science donc, en physiologie intégrée. À la fin de ce master-là, j'ai fait un stage qui n'est pas très long, peut-être d'1 mois, sur l'effet de la caféine et du stress sur les paramètres hémodynamiques, notamment sur la pression artérielle. Et c'est vraiment finalement ce master-là qui a commencé à initier chez moi un intérêt pour la recherche. Ensuite, je vais appuyer. Et après, là, c'est mes 2 années que j'appelle la réflexion. Parce que je ne me suis pas jetée comme ça dans la gueule du loup et me dire je vais aller faire une thèse. Non, moi, personnellement, j'avais besoin de réfléchir. Ça fait quand même déjà 7 années post-bac. C'est mine de rien quand même pas mal d'années d'études. Moi, personnellement, j'ai besoin de m'arrêter, de faire une pause. Et de 2011 à 2013, j'ai voyagé. Je suis partie faire un retour aux sources. Je suis partie travailler à la poste, chez AXA. J'ai fait d'autres choses pour vraiment me vider la tête et bien réfléchir. Et c'est voilà, à l'issue de ces 2 années de réflexion que là j'arrive dans votre bureau, Frédéric Tellier, et que je dis écoutez là, je reviens de 2 ans, on est en avril, il faut que je commence à me dire qu'est-ce que je vais faire ensuite. Moi je sais déjà, la thèse ça m'intéresse, mais bon j'ai besoin de pistes. Et c'est à partir de là qu'en discutant de fil en aiguille, je finis par rentrer en master de FEFI. Bien, on n'a pas révisé, hein, on n'a pas... C'est là que je rentre en 2013 en master de FEFI parce que voilà, cette possibilité de thèse, elle s'offre à moi. Et je décide d'intégrer donc la 2e année de master FEFI pour faire ce stage déjà sur le sujet qui sera ensuite le sujet de ma thèse. Et donc à partir de septembre 2014 jusqu'à, on verra la date de fin de thèse, mais certainement fin d'année 2017, je travaille donc actuellement sur l'impact de l'exposition prénatale aux pesticides sur les fonctions neurophysiologiques des nouveau-nés prématurés. Donc on se concentre sur le sommeil et sur la respiration. Et donc nouveau-nés prématurés en particulier. Et donc ce qui fait que aujourd'hui j'arrive à la fin de cette thèse, en tout cas le dernier tiers. Et ça consistait en relation avec l'hôpital. D'ailleurs ça m'a beaucoup plu. Pour rencontrer les parents, leur expliquer l'étude que je mène et puis aller recueillir le consentement pour qu'ils acceptent que leur enfant soit inclus dans l'étude. Et donc on a une partie ensuite qui se concentre sur le dosage des pesticides et puis une grosse partie exploration des enfants. Donc les explorations que j'ai pu réaliser, c'est par exemple le sommeil, donc avec un électroencéphalogramme, donc à partir d'un certain âge, on enregistre les enfants directement à l'hôpital, directement sous la pression des parents qui vous regardent, qui se demandent ce que vous faites à leur enfant. Et ensuite, on fait également un test ventilatoire où on place ce petit masque qui est sur la photo pour analyser l'adaptation des enfants prématurés à un test ventilatoire où on fait respirer un tout petit peu moins d'oxygène pour voir comment ils réagissent. Et donc le but de cette étude, c'est finalement de voir si les enfants les plus exposés ont un sommeil plus perturbé que les autres ou une différence au niveau de l'adaptation au test ventilatoire qu'on leur fait suivre. Donc voilà, j'ai pas voulu rentrer plus dans les détails, j'ai voulu faire quelque chose de très vague. Après, si vous avez des questions à me poser, moi je suis tout à fait ouverte pour vous répondre. Bonsoir à tous.
Je remercie déjà l'association de m'avoir invité à présenter ma petite expérience que j'intitule en fait de la technique radiologique au doctorat en sciences. Donc moi c'est Armelle Lokosu, j'ai en fait obtenu un baccalauréat scientifique et après ça j'ai eu une licence en imagerie médicale et ça je ne l'ai pas fait ici en France. Donc j'étais chez moi au Bénin et tout. Et après cette licence en imagerie médicale, je me disais, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait en fait 2 années professionnelles que je devais faire avant d'aller en master. Et pendant la première année d'expérience professionnelle, je me suis dit, il fallait chercher à faire autre chose. J'étais passionnée par l'enseignement parce que pendant ma licence, mon professeur m'avait donné le goût de faire un protocole de recherche et tout. Donc j'étais passionnée par l'enseignement plus tard, de faire de la recherche et tout. Et donc j'ai commencé à chercher en fait à l'extérieur les opportunités qui s'offraient à moi après cette licence. Et donc je suis tombée sur le master FEFI qui était également ouvert aux personnes qui avaient fait Manip Radio au départ. Donc c'est comme ça j'ai postulé et tout. Donc j'ai intégré ce master à la suite d'un dossier de candidature. Et donc, de 2014 à 2016, j'ai fait mon master ici, en FEFI. Après ça, je suis maintenant dans le laboratoire Bioflow et je fais mon doctorat sur l'imagerie et la modélisation des écoulements du sang et du LCS. Après, je ne sais pas ce que je ferai, mais bon. Donc, en fait, déjà de base, en venant ici en Master 1, je ne savais pas les laboratoires qui existaient. Donc, il a fallu prendre connaissance de tout ça sur le site. Et j'ai donc contacté des professeurs. Et donc, après cela, j'ai contacté Madame Tova. Et j'ai fait mon stage chez elle, au LNFP, où j'ai été initiée à la recherche parce que ma licence n'était pas purement orientée recherche. Donc là, elle m'a donné le goût de faire de la recherche. Je me suis familiarisée avec des logiciels de traitement d'image. Il fallait en fait corréler des aires de Brodmann qui étaient lésionnées avec les régions anatomiques de Brodmann. Donc c'est ça que j'ai fait au cours du stage de M1. Et là, il se posait la question du financement. Est-ce qu'elle pouvait me prendre en Master 2 ? Il n'y avait pas les moyens de me financer en Master 2, donc j'ai commencé à rechercher un autre laboratoire qui pouvait m'accueillir. Donc après ça, j'ai contacté Olivier Balédon du laboratoire Bioflow et c'est là que j'ai pu, au cours de mon stage de M2, travailler sur la compliance intracrânienne en apportant en fait une nouvelle méthodologie pour regarder le système crânio-spinal en gros. Et donc, en fait, au cours de mon parcours, j'ai dû faire différents choix. Il y avait la possibilité de choisir des unités d'enseignement dans plusieurs autres formations. Et donc, moi, j'ai opté pour choisir des trucs qui... J'ai eu plus de séquences en fait. Mais ça ne me dérangeait pas parce que je voulais découvrir et je ne savais pas vers quoi j'allais en fait. Donc j'ai eu à la fois le parcours FEFI classique, mais également le parcours neurosciences. Et ça a été très bénéfique parce que lors de la recherche de la thèse, ensuite, mes cours de EG et de MEG que j'ai pu suivre au cours de mes unités d'enseignement ont été vraiment un facteur déclenchant pour qu'on me sélectionne pour une thèse en EEG et en MEG. Et également, j'ai dû faire un autre truc. Au sein de mon laboratoire, j'ai été sélectionnée. J'ai passé l'audition après pour la bourse du ministère. Et j'ai également été reçue. Donc, encore, j'avais eu 2 possibilités de thèse et il fallait choisir. Est-ce que je continuais sur un truc que je faisais dans le laboratoire ou est-ce que j'allais voir ailleurs en fait pour faire de l'EEG, de la MEG. Donc là, j'ai passé des nuits blanches à réfléchir, mais au final, j'ai plutôt choisi l'expertise plutôt que la polyvalence parce que je me suis dit à un moment donné, il fallait que j'ai une ligne droite et que je poursuive dans cette lancée. C'est ce qui m'a motivée à choisir
cette problématique de recherche, mais non, imagerie et modélisation. Et qu'est-ce que je fais en fait? Je dois lire beaucoup, je lis, je fais des travaux expérimentaux à l'IRM de recherche pour mettre au point de nouveaux protocoles, je réfléchis sur la problématique de l'hydrocéphalie et tout, parce que c'est une pathologie qui n'est pas encore expliquée et qu'on tente de trouver de nouvelles méthodes non invasives en fait afin d'avoir des trucs fiables dans la littérature. Donc je rédige des articles, je participe au congrès, je fais de l'encadrement également et je fais des TP à des manips également. Donc c'est un peu ça mon parcours et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour à tous. Donc, en tout cas, moi je tiens à féliciter l'association que je trouve très dynamique cette année. Hein. C'est une année où je sens qu'il y a vraiment de l'énergie et toutes les initiatives que vous prenez, notamment ce soir, je trouve ça vraiment très bien. Donc bravo à vous et continuez, vous êtes bien partis. Merci. Donc ça c'était en préambule. Ah c'est fini, je peux. Moi je vais vous parler rapidement en 2 temps un peu mon cursus universitaire et puis un petit peu ma vie professionnelle. En arrivant là ce soir, j'ai pris une bonne claque hein, quand même, puisque quand on m'a demandé mon nom, mon prénom et mon année de diplôme, j'ai dit 1996, on m'a dit « Oh, mon année de naissance !» Bon, ça calme un peu. Je me suis un peu rassuré en me disant qu'il y avait dans la salle Frédéric Tellier, qui était mon professeur à l'époque quand j'étais étudiant. Ça, c'est tout simplement des... Et t'as été mon prof, Yann, aussi. Bon, je sais qu'ils sont en train de se C'était la première promotion. Première promotion, tout à fait. Maîtrise sciences et techniques au départ. Maîtrise de sciences et techniques, tout à fait. Donc on était 17 de mémoire dans la promo. On a essuyé un petit peu les plâtres, mais je trouve que le diplôme a vraiment bien évolué en 20 ans. Il a bien progressé avec un système de qualité qui s'est mis en place pour essayer d'améliorer les cours d'une année sur l'autre, tout ça. Et puis, donc globalement, ça c'est pour le diplôme. Alors comment je suis arrivé à cette maîtrise de sciences et techniques? Juste avant, moi j'ai fait un DUT de biologie appliquée. Alors aujourd'hui, ça doit s'appeler génie biologique ou quelque chose comme ça. Dans le cadre de ce DUT de biologie appliquée, on faisait des stages, hein, comme maintenant, de 10 semaines, et je l'avais fait à Yves Saint-Laurent-Parfum dans le domaine qualité, un petit peu, hygiène, qualité. Et bon, ça m'avait plu, et je me suis aperçu que l'hygiène, c'était assez proche à l'époque de la sécurité, des conditions de travail, même de l'environnement. Et puis justement, il y a ce diplôme qui a été ouvert à l'époque à l'initiative un peu de mémoire de Jean-Pierre Libert et puis également, c'était Jean-Pierre hein, à l'époque qui avait ouvert ça. Et donc il cherchait un petit peu des étudiants pour recruter, pour dire bah, on ouvre la promo, donc est-ce qu'il y a du monde intéressé. Et donc bah, je me suis retrouvé là un petit peu par hasard parce que c'était un tout nouveau diplôme. Et puis donc dans ce cadre-là, on avait également un stage que j'ai fait à Carbone-Lorraine. Donc Carbone-Lorraine, c'est là où ils font des balais pour moteurs électriques, donc une industrie un peu plus lourde, où j'ai travaillé sur le plomb pendant quelques temps, donc c'était un stage aussi assez intéressant. Et puis à l'époque ça s'arrêtait à Bac+4, c'était maîtrise de sciences et techniques, donc on s'arrêtait à Bac+4 et c'était pas encore un master. Donc j'ai cherché un DESS, à l'époque ça s'appelait un DESS, l'équivalent du M2 aujourd'hui, en hygiène industrielle et conditions de travail. Alors ça se faisait pas sur Amiens, c'était sur Reims. Et donc ça m'a permis de valider à l'époque une 5e année après le bac. Donc à ce moment-là, il y a encore un stage que j'ai fait ce coup-ci sur une plateforme pétrochimique à Exxon Chemical, c'est ESSO en fait. Et donc là, c'était un travail sur le plan d'opération interne, où il fallait simplifier un plan d'opération, c'était plutôt de la sûreté. C'était passionnant également. Ils m'ont gardé un petit peu derrière en intérim, hein, puisque le stage s'était bien passé, donc j'ai continué un petit peu. Et puis là, je suis rentré dans le monde professionnel assez rapidement, puisque ma mission s'est terminée le vendredi à Exxon Chemical, et le lundi, je rattaquais donc pour un premier CDD en environnement à Reims, dans un cabinet de consultants pour faire des ICPE, on appelle ça des installations classées pour la protection de l'environnement.
Ça a été une petite expérience, un CDD qui, bon, voilà, m'a apporté, mais je me suis vite rendu compte que c'est pas ça que j'avais envie de faire parce que c'était un peu trop, on va dire, répétitif au niveau de faire des rapports d'ICPE, c'était un petit peu... Voilà. Donc j'ai cherché quelque chose qui me correspondait plus à l'époque, quelque chose plus de terrain. Et donc j'ai trouvé un emploi en tant que formateur consultant dans l'industrie du béton. Donc ça s'appelait le CERIB, le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton. Il y en a qui connaissent plus le CETIM, c'est la même chose pour l'industrie métallurgique. Bon, vous avez des centres comme ça pour plusieurs domaines. Et donc j'ai travaillé là pendant presque 7 ans en tant que consultant formateur sur toute la France où l'idée c'était de travailler pour qu'il y ait moins de morts, moins d'accidents graves dans les industries partout en France. Donc ça a duré un long moment, ça m'a bien plu. Et puis au bout de 7 ans, j'ai eu envie de me poser un petit peu, d'être un peu plus sédentaire parce que c'est un métier qui est un peu épuisant en termes de route. Hein. Vous êtes sans arrêt dans les voitures, dans les trains, dans les avions et vous passez votre temps à l'hôtel. Donc quand on est jeune, c'est sympa, puis au bout d'un moment, on a envie de se poser un peu. Et donc c'est à ce moment-là où je suis arrivé, je suis revenu dans ma région d'origine, hein, ici dans la Somme, où là j'ai postulé au conseil départemental de la Somme, donc au conseil général, mais maintenant conseil départemental, et où je cherchais un ingénieur sécurité pour travailler sur tout ce qui était établissement recevant du public, mais également mise en place du CHSCT, évaluation des risques, enfin, tout ce qu'un ingénieur sécurité peut faire dans ce type d'entreprise. Donc là, c'était plus du tout le monde industriel, mais plutôt le monde administratif, avec beaucoup de métiers différents. Il y a 110 métiers au conseil départemental, donc vous avez des peintres, des menuisiers, des électriciens, des administratifs, des gens qui s'occupent des routes, des collèges, j'en passe et des meilleurs. Donc c'était l'évaluation était assez complexe à faire, mais assez passionnante également. Et puis donc j'ai fait ça pendant quelques années, et puis après en interne, je suis toujours au conseil départemental de Paris, hein, ça fait 12 ans maintenant. En interne, j'ai pu évoluer puisqu'il y avait des postes qui se sont libérés à certains moments. Et donc j'ai pris des fonctions de management en tant que responsable d'une mission d'une quinzaine de personnes. Ça c'était en 2007 de mémoire, 2006-2007. Où là c'était plutôt de l'audit, du conseil, de la documentation, du système d'information géographique, donc des choses qui commencent à s'éloigner un petit peu de la sécurité, de l'hygiène de l'environnement, puisque là on était plus sur des fonctions de management. Bien sûr j'ai été formé pour ça aussi, puisque vous avez des parcours de formation quand vous êtes dans le monde professionnel. Et donc ça a duré 7 ans, ça m'a permis aussi de m'aguerrir sur des fonctions, j'allais dire plus managériales, de projet, ce genre de choses. J'ai continué à faire la sécurité puisque je suis toujours au CHSCT, je m'occupe du dispositif de gestion de crise, ce genre de choses, hein, donc j'ai toujours un pied quand même dans cet aspect hygiène, sécurité. Et puis depuis 2012, j'ai encore évolué dans la même entreprise où là il y a un poste de directeur de logistique et système d'information, donc informatique, qui s'est libéré. Et donc j'ai pris en 2012 la direction de la DLSI. Donc là c'est un petit peu plus de personnes puisqu'il y a 100 agents, 100 personnes. Donc on n'est plus du tout, enfin il y a un lien avec le système d'information géographique que j'évoquais juste avant, hein, sur la mission ressources et appui, donc c'est pour ça que j'ai postulé. Et puis les fonctions logistiques, c'est l'aspect événementiel, vous voyez, organiser ce genre de choses, c'est l'aspect faire en sorte que les gens aient des bureaux, des tables, des chaises, des ordinateurs, des téléphones qui fonctionnent, sachant qu'on est 3000 agents et qu'il y a 200 sites de travail différents. Donc c'est une organisation qui doit être assez huilée. Donc pourquoi je vous raconte tout ce parcours-là? Parce que en fait, il y a un diplôme initial, mais je pense que autant la génération de vos parents, de vos grands-parents, ou de mes grands-parents, imaginez, ils ont fait qu'un métier. Qu'un seul métier, souvent, parfois deux, mais assez souvent, ils faisaient toute une carrière dans la même entreprise, dans le même métier, etc. Aujourd'hui, le travail, il a quand même profondément changé, et vous serez tous amenés probablement à faire 2, 3, voire 4 métiers. Peut-être même plus, puisque nous, il y a une charte de la mobilité qui vient d'être signée dans notre entreprise, c'est assez fréquent, hein, ça existait déjà à Exxon Chemical lorsque je faisais mon stage il y a 20 ans. Cette charte de la mobilité, elle dit quoi? Elle dit que tous les agents doivent changer de métier, changer de poste tous les 5 ans.
Donc c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Alors c'est pas forcément changer de métier totalement, vous pouvez faire le même métier mais dans un autre service, dans une autre direction, à un autre endroit, mais en tout cas on vous oblige à bouger pour vous remettre en question, pour vous remobiliser, pour vous motiver, pour apporter un œil neuf sur un service, ce genre de choses. Si jamais vous changez de métier complètement, c'est possible aussi, mais là ça nécessite forcément de faire de la formation et de se remettre à niveau sur certains sujets. Mais en tout cas, c'est quand même... le monde de l'entreprise, il a évolué ces dernières années dans ce sens-là, où vous avez un cursus initial, et puis après, vous allez évoluer, peut-être en développant ce cursus, en allant plus loin, en progressant, mais aussi peut-être parfois en changeant complètement de métier. Donc voilà l'expérience que je voulais vous raconter. Je conclurai juste sur un aspect, si j'avais un conseil à vous donner, puisque vous êtes peut-être à l'heure de choisir vos stages, c'est de ne pas tomber dans la facilité. La facilité, c'est quoi? Pour moi, c'est de faire un très bon stage quelque part et l'année suivante d'y retourner. Non, non, non. On ne retourne pas à un endroit où ça s'est très bien passé, on va ailleurs et on essaie de découvrir autre chose pour s'ouvrir l'esprit et pas tomber dans la facilité. Parce que j'ai fait mon stage en L3, c'était trop bien que j'y retourne, parce qu'en plus mon maître de stage, il a bien aimé ce que j'ai fait. Non, non, ça c'est trop facile. On va ailleurs, on va voir autre chose, un autre domaine, pour aussi, j'allais dire, muscler un peu votre CV et être, j'allais dire, plus préparé pour aller dans le monde professionnel après. Parce que si vous allez toujours au même endroit et qu'à la sortie de votre diplôme, il n'embauche pas dans ce secteur, vous faites quoi? J'ai rien vu d'autre, j'ai pas de contact, j'ai rien, qu'est-ce que je fais? Donc c'est le conseil que je vous donnerai pour conclure mon propos. Voilà. Je n'ai rien préparé, mais c'est pas grave, je vais prendre exemple sur mes petits camarades d'avant. Donc en fait, moi j'ai fait un bac S, et puis après je voulais faire veto. Donc j'ai fait classe préparatoire d'école à Amiens, au lycée Tuilier. Et puis il s'est avéré que voilà, le concours très difficile, je n'ai pas eu le concours veto, et puis il y avait un autre concours, un concours agro, mais moi je voulais absolument pas faire d'agronomie. Donc je me suis dit il faut absolument que je trouve autre chose. J'ai testé en Belgique vous savez, le truc sur tirage au sort pour entrer dans une école veto, je n'ai pas été tirée au sort, donc du coup je ne savais pas quoi faire. Je suis allée au forum de l'étudiant qui était à l'époque à Mégacité, c'est toujours là, à Amiens, et puis je suis tombée sur un stand où on présentait justement la filière BHTS. Je me suis dit bon bah pourquoi pas, et puis je suis rentrée comme ça par BHTS, puisque en fait mon domaine c'était la biologie. Voilà, je me suis dit je reste dans la biologie humaine. Voilà. Et puis finalement, à la fin de BHTS, j'ai fait un stage avec, donc c'était à l'hôpital Nord à l'époque, avec une association qui s'appelle le Prédos et qui traitait en fait qui recherchait des médicaments sur la polyarthrite rhumatoïde. Et je suis allée là-bas parce que le métier qui m'intéressait, c'était attaché de recherche clinique. J'ai suivi une attachée de recherche clinique et puis finalement, ça ne m'a pas du tout plu parce que c'était très papier, très administratif, et je me suis dit non, c'est pas du tout ça que je veux faire. Donc encore une fois je me suis retrouvée un peu comme ça à pas trop savoir quoi faire, et puis il s'est avéré que le bureau de Monsieur Tellier était dans le couloir où on avait cours en BHTS. Donc du coup en regardant un petit peu sur les panneaux d'affichage du couloir, j'ai vu ma 7, et donc je me suis dit ça peut peut-être être bien. Donc je suis rentrée en ma 7 la première année, donc du coup j'ai intégré directement le master en fait. Alors ça a été un petit peu dur parce que comme j'avais pas les bases, j'avais pas fait de L3 SSE, donc moi sécurité, santé, environnement, je ne connaissais rien du tout. J'avais juste des bases en biologie. Donc Monsieur Tellier a accepté de me prendre, a dit on va faire un test. La condition c'est que tu suives les cours de Master 1, mais qu'en parallèle, tu suis aussi les modules, certains modules de santé, sécurité et environnement de L3. Donc j'ai réussi à faire les deux, donc une grosse année pour moi en Master 1. Et puis après j'ai enchaîné directement sur le Master 2. Le Master 2 ça s'est bien passé. J'ai fait un stage, alors j'étais en contrat de professionnalisation. Alors
moi j'ai fait un peu l'erreur, entre guillemets, qu'a cité Monsieur Dubois juste avant. J'ai fait mon stage de 4 mois en M1 à Unitaire. Donc c'est une entreprise pharmaceutique qui a Amiens Nord, donc milieu industriel. Et puis après, j'ai été conservée en fait en contrat de professionnalisation. C'était une des premières années où il me semble que vous faisiez contrat de professionnalisation. Donc pendant toutes les vacances scolaires, en fait, on n'avait pas de vacances, on allait dans l'entreprise. Et donc j'ai fait comme ça 1 an. Donc ça m'a appris plein de choses. J'ai vu vraiment le milieu de l'entreprise, comment ça se passait, vraiment intégré en fait dans un service QSE. Et voilà, c'était vraiment très sympa, j'avais un bon maître de stage. Et puis, j'avais bien senti qu'ils ne me garderaient pas après. Alors, pas parce que je faisais pas du bon travail, mais parce qu'il n'y avait pas de financement et qu'ils ne pouvaient pas ouvrir derrière un poste et que leur politique, c'était un peu de reprendre chaque année des stagiaires. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à chercher un boulot très tôt. Je me suis dit, en juin, je commence, même si ma soutenance, c'était en septembre. Je commence quand même à chercher dès maintenant. Et ça, je vous encourage vraiment à le faire parce que vous allez arriver sur le marché du travail tous en même temps. Et donc, il vaut mieux s'y prendre avant et de se dire, bah voilà, en juin, je commence à regarder des annonces. Et donc, j'ai regardé des annonces, j'ai trouvé un poste qui m'intéressait, consultante formatrice. Donc, le moyen d'aller dans plusieurs entreprises, je suis très... Voilà, j'aime bien aller voir un petit peu ce qui se passe partout, donc le moyen d'aller comme ça découvrir différents domaines, ça m'intéressait. Et j'ai donc postulé, j'ai passé les entretiens et en fait il s'avère que la gérante de la société, donc qui s'appelle Cécile Biche, vous avez peut-être déjà entendu parler ou déjà vu, elle était aussi issue de cette section-là. Et donc Deuxiès est aussi à l'origine de la création de Métro Ergo parce que Cécile venait de Deuxiès et puis parce qu'on continue aujourd'hui à travailler ensemble sur certaines thématiques. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je suis consultante formatrice chez Métro Ergo. Donc j'ai, on va dire, 50% de mon travail en formation et puis 50% de mon travail en consultante. Donc je vais à droite, à gauche dans différentes entreprises pour étudier des situations de travail, pour voilà, travailler sur de l'aménagement de poste, mais pas seulement, pour travailler aussi sur les organisations du travail. Aujourd'hui, on est plus sur de l'organisation du travail que sur vraiment du dimensionnement, parce que honnêtement, le dimensionnement, vous le trouvez dans les normes. Alors, les entreprises, aujourd'hui, elles peuvent acheter les normes. Les grosses boîtes, elles ont les normes. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour dire qu'il faut mettre à une hauteur de 1,95 ou voilà. Donc, du coup, nous, on est plus aujourd'hui sur de l'organisation et plus sur les risques psychosociaux aussi. Voilà. Donc, chez Métro Ergo, donc ça fait maintenant 4 ans que je travaille là-bas. J'ai évolué un peu aussi. Je ne fais pas la même chose chaque année. Cette année, en fait, j'ai été formée à l'INRS. Enfin, je ne sais pas cette année d'ailleurs, c'était en 2015. Donc, en fait, ça fait plus longtemps. J'ai été formée à l'INRS. Donc pour travailler sur un nouveau programme qui s'appelle TMS Pro. En fait, ils ont ciblé, la CARSAT et l'INRS a ciblé en France les 8000 entreprises où il y avait le plus de TMS. Alors, TMS, pour les gens à qui ça ne parle pas, ce sont des atteintes des articulations. Donc des gens qui, à cause de leur travail, voilà, on va dire, ils développent des troubles au niveau des articulations. Donc TMS, c'est troubles musculo-squelettiques. Voilà, donc ma plus grosse partie de mon travail aujourd'hui, c'est ça, c'est ce travail sur les TMS et plus particulièrement dans le programme TMS Pro. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques, des choses à dire. Bon. Non, après, ça pourra venir pendant le buffet. Oui, voilà. Moi, je suis ouverte, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de souci. Bon, bonsoir à tous. Je remercie tout d'abord l'association de m'inviter ce soir pour vous parler de mon métier d'attaché de recherche clinique, qui était un petit peu mal vu par ma collègue précédente, mais je vais essayer de redorer le blason de cette profession quand même. Je vous ai laissé mon mail si jamais vous avez des questions après cette soirée, il n'y a pas de souci, j'y répondrai.
Donc je travaille au centre de recherche clinique à l'hôpital Sud d'Amiens en tant qu'attaché de recherche clinique et en parallèle je fais ma thèse de sciences et le topo a l'air d'être à l'envers, c'est pas grave. Donc j'ai prévu de vous parler dans un premier temps de mon parcours universitaire, c'est normal, c'est un peu le but de la soirée, de vous présenter la structure dans laquelle je travaille, le métier que j'exerce, quelles compétences il faut pour exercer ce métier, quels sont les choix de carrière qui se profilent à la fin de 3 années de bons et loyaux services à l'hôpital, et les pour et les contre. Alors en parcours universitaire, Bac S, ça paraît normal, 2011 BHTS, donc là vous voyez qu'il y a un calcul de 5 ans, et, alors qu'une licence ça se fait en 3. J'ai connu aussi ces années de fail de fac de médecine, hein, ça c'est bien, c'est formateur. Sauf que j'ai fait différemment. Juste après le bac, j'ai fait une première année de médecine, puis je suis allé en bio, puis je suis retourné en médecine, puis après j'ai intégré la licence parce que pendant un des cours de fac de médecine, on a eu un cours de cardio avec monsieur Fréville, si je ne dis pas de bêtises, qui nous avait donc sensibilisé à cette licence-là. Et ça paraissait être une bonne alternative à ce que je voulais faire, parce qu'au début je voulais faire de la médecine, j'hésitais entre médecine, recherche. Et puis quand j'ai vu que médecine c'était pas fait pour moi, il ne restait plus que le parcours recherche. Donc licence BHTS, master interaction moléculaire et thérapeutique, parcours recherche clinique qui n'existe plus visiblement. C'est bien dommage parce qu'on n'a plus de formation d'attaché de recherche dans la région. Et là, actuellement, en 2017, j'entame ma 4e et j'espère dernière année de doctorat de sciences, parce que ça commence à faire un peu long, en parallèle de mon travail d'attaché de recherche. Donc, à côté de tout ça, pendant mes années de thèse, j'ai dû passer d'autres petites certifications pour avoir un profil de poste un peu plus élaboré. Bon, ça, vous le savez, enfin, vous l'avez tous, normalement, c'est C2I, mais c'est fondamental dans tout ce qui est profession numérique de ces 10 dernières années. Hein. Ça, il faut maîtriser l'outil informatique, donc il faut passer par C2I. Sauf que j'ai poussé un peu la porte un peu plus loin en allant sur le C2I niveau 2, métier de la santé, où là, on vous apprend à tout ce à quoi ça sert quand vous allez à l'hôpital. Votre passage à l'hôpital est codé, en fait. Vous allez dans un service pour vous faire hospitaliser, vous allez en consultation dans un autre service. Tout est codé et c'est de l'information médicale. Et cette information médicale-là, on peut la retrouver pour faire des études dessus. Donc c'est via ce C2I-là, niveau 2, que j'ai pu apprendre comment tout ça s'articulait. En 2014, donc à la fin du master, à la fin de mon stage de M2, j'ai passé un DU, donc un diplôme universitaire sur 1 an, de méthode en recherche clinique avec l'université de Bordeaux, donc à distance, pour vraiment avoir les compétences d'ARC et pouvoir travailler n'importe où en tant qu'attaché de recherche. 2015, je me suis intéressé à autre chose. Là, je me suis intéressé plutôt toujours avec l'université de Bordeaux aux méthodes de gestion de bases de données en santé, c'est-à-dire comment on compile de l'information, comment on en extrait une information et comment on peut faire des statistiques dessus et publier une information médicale via ces compétences-là. Et l'année dernière, j'ai encore passé un petit DU sur la gestion de données cliniques, sur le data management. Donc là, c'est quand vous êtes attaché de recherche clinique, vous rentrez des informations sur des patients, soit dans un cahier d'observation papier, donc ça n'existe quasiment plus, soit un cahier d'observation électronique. Et la personne qui vous a créé ce cahier d'observation, c'est le data manager. Donc je voulais voir un peu ce que c'était que cette profession-là, et donc j'ai pu découvrir ça avec ce DU-là. 2016 a été riche en émotions puisque j'ai passé le TOEIC pour avoir un niveau d'anglais, pour éventuellement travailler un peu dans le privé aussi. Et cette année, j'entame un dernier DU sur l'épidémiologie des cancers. Alors ça, c'est un exemple parmi plein de profils, hein, mais c'était juste pour vous donner dans le détail tout ce que j'ai pu faire dans ces presque 8 dernières années. Alors la structure, le centre de recherche clinique, se divise en 3 équipes. Il y a un CRC socle, un CRC pédiatrique, un CRC cancérologie. Donc on est un groupe de à peu près 15 professionnels qui travaillent ensemble sous la même hiérarchie. Et nous, on gère tout ce qui est protocole de recherche clinique à l'hôpital. Le CRC socle s'intéresse aux protocoles chez l'adulte hors cancérologie. CRC pédiatrique, que les protocoles chez les enfants. Et CRC cancérologie, cancer chez enfants et chez l'adulte. Et les missions de ces 3 structures sont d'une part d'améliorer la logistique des essais cliniques, parce qu'un essai clinique, ça demande de la rigueur, ça demande des examens particuliers, un rythme régulier, et il faut récupérer des informations très précises. Et les médecins se sont rendus compte que tout seul, ils ne pouvaient pas gérer les études cliniques. Il faut quelqu'un en plus qui peut gérer l'essai clinique ou l'étude clinique de A jusqu'à Z. De valoriser le travail de recherche clinique, parce que justement, quand vous avez une personne qui est attitrée à un protocole, les patients sont mieux suivis, les données sont de meilleure qualité, et à la fin,
on a une publication qui est quand même de meilleure qualité également. Et on optimise cette qualité-là parce qu'on peut aussi effectuer ce qu'on appelle des contrôles qualité des données en regardant ce que font une équipe sur une autre, par exemple. Je peux être amené à ce que quelqu'un du CRC pédiatrique vienne voir ce que je fais dans une étude et me contrôler. Et la dernière mission qu'on a, et c'est une mission qui est très très récente, c'est une mission d'encadrement. On a quelques petites places pour accueillir des stagiaires au centre de recherche clinique. Elles sont très limitées parce qu'on n'a pas beaucoup de place déjà pour nous, mais on peut accueillir des stagiaires également. L3, M1, M2, il n'y a pas de souci. Je vous ai laissé aussi, je laisserai mon topo sur l'ordinateur, je vous ai laissé aussi le lien vers le site du CRC si vous voulez un peu plus d'informations sur comment on fonctionne, combien on est, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'un arc hospitalier? Enfin, quelles sont ses missions? On peut travailler dans n'importe quel service de l'hôpital. On peut être amené à travailler en cardiologie, en pneumologie, vraiment, c'est des missions très très variables. Et donc, il faut présélectionner des patients qui vont respecter des critères pour rentrer dans des études cliniques. Ou on peut également enrôler des volontaires sains. Ça existe aussi. Enfin, des gens comme vous et moi qui n'ont absolument aucun problème de santé, qui viennent tester le dernier protocole qu'on a fait, on testait de la vitamine D. On avait une solution de vitamine D qui était en ampoule, et le laboratoire voulait vérifier si la distribution de cette vitamine D, elle était aussi facile chez quelqu'un qui prend une ampoule ou chez quelqu'un qui prend une capsule molle. Donc on a dû recruter des volontaires sains pour faire le suivi de cette étude-là. Et je ne vous donnerai pas la réponse parce que c'est confidentiel. On a un gros boulot administratif, ça c'est vrai, mais c'est pas vraiment ce que je retiendrai le plus de la profession, puisqu'on doit planifier les examens pour les patients qu'on suit. Comme je vous l'ai dit, il y a un rythme régulier de suivi avec par moments des examens requis, des radios, des scanners, des prises de sang, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses, c'est très différent quand vous prenez deux protocoles différents. On doit récupérer des informations, et ces informations, on doit les mettre dans un cahier d'observation. Et c'est vraiment ce cahier d'observation-là qui va servir de suivi, de garant de suivi de l'étude. On va gérer aussi par moment des unités thérapeutiques, ça marche surtout dans les essais cliniques où on teste des médicaments. Parce que vous allez avoir un patient qui va avoir un traitement A, un autre patient qui va avoir un traitement B. Il faut faire la commande du traitement A et la commande du traitement B, aller chercher à la pharmacie, vérifier que le patient a bien fait son traitement, que tout est conforme, et le ramener après à la pharmacie pour qu'eux fassent la cotation des unités thérapeutiques qui sont sorties, qui sont rentrées. On a aussi parfois un recueil et une petite partie de gestion de prélèvement sanguin de nos patients. Il y a des prélèvements qui doivent être techniqués, parce que quand vous avez un tube de sang, les cellules rouges ne nous intéressent pas forcément, on va récupérer le plasma ou le sérum pour que ça soit envoyé après dans des laboratoires, pour qu'eux fassent les analyses. Donc on peut avoir cette petite mission de technicage aussi par moment. Et l'un des points qui est important aussi, une fois que l'étude est terminée, qu'on a passé toutes ces étapes-là, il y a un archivage de tout ça pendant à peu près 15 à 30 ans. C'est variable d'une étude à une autre. Pour éviter que si jamais il y a un problème qu'on a découvert après l'étude, on puisse récupérer ce qui a été fait pendant cette étude-là, pour voir si le problème aurait pu être évité avant. Et la dernière compétence qu'on a aussi, c'est un suivi de budget. Parce que la recherche clinique, ça engendre des coûts pour les laboratoires qui nous sollicitent. Donc on doit facturer aussi nos prestations. Ça, c'est un point aussi qui est important. Quelles sont les compétences qui sont requises pour devenir un arc hospitalier? Seulement arc hospitalier. Il faut comprendre l'anglais, parce que l'anglais, vous le savez de toute façon, dans les articles scientifiques, c'est la langue la plus utilisée. Pour tout ce qui est protocole de recherche clinique, très souvent, les promoteurs, donc les personnes qui sont à l'initiative de ces protocoles-là, sont issus de sociétés purement américaines. Donc tous les protocoles, tous les documents, tout est en anglais. On a aussi des correspondants avec le promoteur du coup qui sont anglophones, donc il faut comprendre l'anglais et un peu le parler. C'est important. Maîtriser les logiciels de bureautique, ça je pense que c'est une évidence, parce que maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est quelque chose qui fait partie de nous et c'est incontournable dans quelle que soit la profession que vous aurez. Il faut être autonome et sérieux. Alors sérieux parce que vous avez des patients devant vous, quand même. Et ces patients vont se reposer sur leur médecin évidemment, mais sur vous aussi. Parce que vous êtes quand même le garant de la sécurité et de la qualité de l'étude clinique dans laquelle ils sont. Il faut savoir s'organiser parce que vous pouvez très bien avoir des semaines où il y a énormément de patients à suivre, parce que c'est comme ça tombe sur une semaine où vous avez beaucoup de patients à voir.
Et après, il faut saisir toutes les données que vous avez pu récolter. Donc il faut essayer de s'organiser un peu et puis de privilégier les patients et de faire la saisie plus tard. Il faut être à l'aise avec la prise de parole parce que très souvent vous allez être amené à faire des réunions sur des protocoles pour les mettre en place, pour dire voilà, dorénavant on va faire cette recherche-là, on a besoin de tel médecin, on a besoin de tant de patients, etc., etc. Donc il y a un gros versant de communication intramuros à l'hôpital. Donc ça, il faut être assez à l'aise avec tout ça. Et il faut pouvoir s'adapter parce que vous allez avoir des patients différents, plus ou moins fragiles, des protocoles plus ou moins lourds. Donc il faut avoir une bonne capacité d'adaptation quand même. Et en choix de carrière, donc, au centre, vous avez l'attaché de recherche clinique, mais c'est pas parce que vous êtes attaché de recherche clinique à un instant T que vous allez rester ARC toute votre vie. Vous pouvez devenir data manager, donc c'est la personne qui va créer le support informatique de recueil des données et qui va suivre le remplissage des données et la qualité de remplissage aussi. Ça peut être, c'est un peu plus informatique. Arc moniteur, c'est un arc qui va vérifier ce que fait un autre arc. Donc là, c'est un contrôle qualité interne. Vous allez donc conduire une étude, vous saisissez des données, l'arc moniteur va passer derrière vous pour être sûr que tout ce que vous avez rempli est conforme. Donc ça peut être un choix de carrière aussi. Dernier choix de carrière, non des moindres, biostatisticien. Alors on a besoin de tout ça, on a besoin de toutes ces personnes-là pour conduire une étude. Et surtout du biostat à la fin, puisque c'est lui qui récupère les données verrouillées par le data manager et qui va les exploiter pour faire une publication. Donc tous ces métiers-là peuvent être accessibles sous couvert de formation, bien sûr. Les pour, les contre. Les pour, pourquoi j'ai choisi le métier d'arc? Vous êtes directement sur le fait des applications de la recherche fondamentale. Et sur le patient cette fois. Fini les cellules, fini les modèles animaux, là on passe à l'échelle humaine. On a un métier qui nous impose d'être multidisciplinaire. On peut très bien travailler donc, dans un service et demain être appelé pour travailler dans un autre. Donc il faut être tout de suite opérationnel, comprendre de quoi il en retourne. Et ça, heureusement qu'on a eu des cours pendant la licence et le master sur les grandes fonctions. Parce que ça, c'est un socle qu'il faut que vous maîtrisiez quand vous sortez de la licence et du master, parce que ça sera incontournable dans le métier d'arc. Et après, on a, bon ça c'est un point positif pour moi, après je ne sais pas si c'est forcément un point positif pour tout le monde, mais on est en contact avec les patients. Donc moi j'ai toujours voulu faire médecine, au final je me rattrape un petit peu aux branches comme je peux, mais je suis en contact avec les patients, je suis leur évolution dans les études cliniques ou dans les essais cliniques. Les contres, par moment, on peut faire des activités qui peuvent être chronophages. Il y a énormément de saisies de données à faire sur une étude où on ne voit pas de patient et on saisit que des informations, et ça c'est un peu rébarbatif. Après, le gros point négatif pour moi, c'est que le doctorat de sciences n'est pas reconnu à l'hôpital. Vous faites une thèse de sciences en plus, bah, tant pis pour vous. Ça vous servira plus dans le privé, ça c'est sûr. Et le salaire aussi. Le salaire, c'est pas à l'hôpital, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Autant partir dans le privé. Voilà.